Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. Le Burkina Faso a bien demandé le départ des troupes françaises présentes dans le pays et ce, dans un délai d'1 mois. Les autorités de Ouagadougou dénoncent l'accord qui permet aux soldats français de rester sur leur territoire sans pour autant acter la fin des relations diplomatiques entre les deux pays. L'Afrique ne peut remporter le défi du terrorisme à travers la seule riposte armée. C'est une conviction partagée par les participants à la conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Conférence qui s'est tenue en fin de semaine dernière à Lomé au Togo. Nous y reviendrons dans un instant. L'Afrique du Sud se dit ouvertement l'ami de la Russie par cette déclaration. La diplomatie sud-africaine, qui jusqu'ici refusait de condamner la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, semble changer de cap. Un changement alors que le chef de la diplomatie russe est en visite dans le pays. On débute avec le Burkina Faso qui a confirmé ce lundi que les autorités de Ouagadougou avaient bel et bien demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays. Un délai d'1 mois leur a été donné. Le Burkina héberge actuellement un contingent de près de 400 forces spéciales françaises, la Force Sabre. Plus de détails avec Émeric Torroignan. Depuis quelques mois, des manifestations comme celle-ci se multiplient à Ouagadougou, au Burkina Faso, où le sentiment anti-français se développe de plus en plus. Ces protestataires se sont réunis vendredi pour réclamer une fois encore le départ des forces françaises du territoire burkinabé. Le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous avons décidé, nous voulons mener cette lutte-là. La guerre que nous menons présentement, le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec de bons partenaires. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. 24 heures plus tard, après leur manifestation, une information diffusée par l'agence de presse du pays laissait entendre que les multiples appels au retrait de la présence militaire française avaient trouvé écho favorable auprès du gouvernement burkinabé de transition. Selon cette information publiée samedi, le gouvernement aurait acté le retrait militaire français dans un délai d'1 mois. Interrogé sur le sujet dimanche, Emmanuel Macron, le président français, ne confirme ni n'infirme l'information, mais dit attendre la réaction officielle de Ouagadougou. J'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer, parce que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion, celui-ci étant en déplacement hors de la capitale. Pour Paris, qui redoute une manipulation russe, l'information est à prendre avec des pincettes. Je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qui est une spécialité de certains dans la région qui peuvent avoir partie liée au demeurant avec ce que nous vivons en Ukraine, à savoir nos amis russes, ne fassent pas de manipulation. Donc nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré sur ce sujet. Pourtant, selon certaines sources diplomatiques, dans un courrier du ministère des Affaires étrangères burkinabé adressé à Paris et daté de mercredi, Ouagadougou dénonçait main fin dans son entièreté à l'accord du 17 décembre 2018 relatif au statut des forces armées françaises intervenant dans le pays sahélien. En attendant les réactions officielles du côté burkinabé, l'on peut affirmer qu'un nouveau pas vient d'être franchi dans la brouille diplomatique entre Paris et Ouagadougou. Au Tchad, suite à la manifestation du 20 octobre dernier qui avait coûté la vie à une 50aine de personnes qui protestaient contre le maintien au pouvoir du président de transition, le général Mahamad Idriss Déby, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport publié ce lundi des meurtres, des décès en détention, des disparitions forcées et des actes de torture liés à la répression des autorités lors de cette manifestation. Nouvelle attaque mortelle en Somalie. Dimanche, 6 personnes sont mortes dans la capitale Mogadiscio. Ce que nous savons, c'est qu'un kamikaze a déclenché une énorme explosion qui a endommagé des bâtiments. Elle a suivi d'une fusillade. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste radical des Chebab, affilié à l'organisation Al-Qaïda. Mathieu Nicolas. Derrière ces murs,
De nombreux échanges de coups de feu qui retentissent dans tout Mogadiscio. À l'extérieur, on y voit la police somalienne sur le qui-vive. À l'intérieur, des insurgés islamistes Chebab sont en train d'attaquer le bureau du maire et un kamikaze s'est fait exploser. Quelques minutes plus tard, tous les assaillants ont été abattus par la police. 6 civils ont perdu la vie. 5 assaillants dont vous avez vu les cadavres et un qui s'est fait exploser à la porte. Il y avait 6 assaillants et tous ont été tués par les forces de sécurité. Par ailleurs, 6 civils ont été tués. Il n'y a pas d'autres victimes. Dimanche, Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a été le théâtre d'une attaque effroyable revendiquée par le groupe islamiste radical des Chebab, affilié à l'organisation djihadiste Al-Qaïda. La semaine dernière, ce groupe affilié a multiplié les offensives contre l'armée somalienne, alors que l'État somalien, avec l'appui des frappes aériennes américaines et une force de l'Union africaine, opère une guerre totale contre les Chebab qui occupent des parties du territoire. Mais les insurgés ripostent par des attaques sanglantes. Vendredi, 7 soldats avaient été tués dans une attaque contre un camp militaire par les islamistes à Galsad, ville du centre du pays. Et justement, la question du terrorisme est un dénominateur commun à plusieurs pays africains. Au Togo, la capitale Lomé a accueilli les 19 et 20 janvier dernier une conférence parlementaire de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Plusieurs organisations réunies pour mettre en place une synergie de réponse collective de lutte contre le terrorisme. Compte rendu, Nicolas Louya. C'est une rencontre qui témoigne de l'engagement des États africains à s'attaquer aux racines du terrorisme. À Lomé, les parlementaires des États d'Afrique se sont mobilisés autour d'une conférence de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent, où il a été essentiellement question des stratégies à adopter pour lutter contre le fléau qui continue de faire ravage sur le continent. Cette conférence fait partie d'une stratégie d'engagement que nous avons développée, y compris par l'établissement d'un office, d'un bureau d'engagement parlementaire dans la lutte contre le terrorisme que nous avons établi avec le Conseil de la Choura de l'État du Qatar qui nous soutient à fond. À travers ce cadre d'échange, les élus du peuple se sont penchés sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue d'associer les jeunes à la lutte. Les jeunes se sentent marginalisés et deviennent des cibles faciles pour toutes les aventures et tous ces vendeurs d'illusions. En effet, chers collègues, nous sommes confrontés avec cette réalité pénible et c'est devenu impératif de réfléchir à la question de la jeune, de son emploi, de son chômage des jeunes et formuler des recommandations qui pourront être adoptées par nos parlementaires. Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale togolaise a salué la pertinence d'associer les parlements à la dynamique de recherche et de solutions concertées. Je me réjouis de cette convergence d'actions multi-acteurs. Système des Nations Unies, Organisation mondiale et Organisation continentale des parlements nationaux, réunis pour rechercher les voies et moyens permettant d'endiguer cette menace. Parmi les participants, des représentants de nombreux pays africains, notamment le Burkina, le Ghana, le Nigeria, mais aussi les pays du G5 Sahel, dont le Niger, qui plaident aussi pour un changement d'approche. Je pense que la meilleure façon de responsabiliser les jeunes face au terrorisme est d'abord de les préparer mieux à résister au chant des sirènes des réseaux terroristes qui s'en servent comme des chairs à canon. Il faudrait que par une meilleure prise en charge, la jeunesse trouve la force psychologique nécessaire pour se positionner en adversaire résolu du terrorisme et puisse ainsi contribuer à faire échec à ses commanditaires. Les assises de Lomé ont permis d'exhorter les États africains à intensifier davantage la lutte et envisager les moyens pour accroître la représentation globale des jeunes dans les prises de décision.
Alors que l'Ukraine s'apprête à commémorer le début de l'invasion russe, l'Afrique du Sud semble se positionner dans le conflit. Jusqu'ici critiqué pour sa position neutre, le pays s'apprête à mener des exercices militaires avec la Chine et la Russie. Émeric Torquagnan. Une poignée de main, preuve des bonnes relations entre l'Afrique du Sud et la Russie. À Pretoria, la capitale sud-africaine, ce lundi, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'est entretenu avec son homologue sud-africaine. Parmi les sujets abordés par les diplomates, le conflit russo-ukrainien. L'Afrique du Sud, critiquée pour sa neutralité depuis le début de cette guerre, se dit plutôt favorable à une résolution pacifique du conflit. Pour l'Afrique du Sud, nous disons constamment que nous serons toujours prêts à soutenir la résolution pacifique des conflits sur le continent et dans le monde entier. L'Afrique du Sud croit que la seule voie vers la paix passe par la diplomatie, le dialogue et l'adhésion aux principes de la Charte des Nations Unies, y compris le principe selon lequel tous les États membres s'efforceront de régler les différends par des moyens pacifiques. À l'international, la visite de Sergueï Lavrov en Afrique du Sud suscite de vives critiques. Pour certains, qui voient un soutien de la puissance africaine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, l'Afrique du Sud vient de passer un cap en déclarant être amie de la Russie lors de cette rencontre. Mais pour la chef de la diplomatie sud-africaine, cette visite n'est pas une caution de son pays à la guerre en Ukraine. Il est donc important que je mentionne, au nom de l'Afrique du Sud, notre souhait sincère que le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine prenne bientôt fin de manière pacifique par la diplomatie et la négociation, car nous sommes convaincus que c'est le souhait du monde entier. Moscou s'est dit plusieurs fois prête à un dialogue sérieux avec l'Ukraine à condition que celle-ci accepte l'annexion de plusieurs territoires. Mais Kiev, de son côté, réclame un retrait total des forces russes avant tout dialogue. Pour le moment, les discussions entre les deux pays sont au point mort. À l'occasion de la course de voilier The Ocean Race, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé samedi au Cap Vert. Pour lui, cet archipel situé au milieu de l'Atlantique est en première ligne de la crise climatique, raison pour laquelle le patron de l'ONU est venu examiner certaines des réponses et des solutions innovantes mises en place au Cap Vert, Souilas Bay. Dans le port de Mindelo au Cap Vert, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est venu assister à la première étape de la 14e édition de l'Ocean Race, célèbre course de voiliers autour du monde. Mais le secrétaire général n'est pas en tourisme. Sa visite ici, dans cet état insulaire, entre dans le cadre de l'Ocean Race Summit, une série d'événements de haut niveau visant à sensibiliser et à faire avancer le soutien aux droits des océans. Le choix du Cap Vert comme étape de ces manifestations n'est pas anodin. Le Cap Vert, comme nous le savons tous, est en première ligne d'une crise existentielle engendrée par les dérèglements climatiques. Au cours des 5 dernières années, je sais que le Cap Vert a été confronté à une grave sécheresse. L'élévation du niveau de la mer et la perte de biodiversité et d'écosystèmes constituent des menaces existentielles sur cet archipel et de nombreux autres. Je suis profondément frustré que les dirigeants mondiaux n'accordent pas à cette urgence de vie ou de mort les mesures et les investissements nécessaires. Nous sommes confrontés au combat de notre vie et malheureusement nous sommes en train de perdre. Les participants nationaux et internationaux se penchent depuis ce lundi sur les droits des océans, les aires marines protégées, la durabilité et le sport, la finance durable, ainsi que sur la connaissance des océans. Occasion pour le secrétaire général de plaider pour une justice climatique pour le Cap Vert. Nous avons besoin de justice pour ceux qui, comme le Cap Vert, n'ont pratiquement rien fait pour provoquer cette crise, mais qui en paient le prix fort. Le Cap Vert a fait preuve de leadership en matière de climat, en parole et en actes. Le premier sommet de 2023 présentera les bonnes pratiques mises en œuvre pour l'océan et la vie marine par des ONG locales et des projets communautaires de conservation des océans. Après le Cap Vert, la ville brésilienne d'Itajai sera l'hôte du 2e Ocean Race Summit prévu en 2023.
Au Cameroun, après plusieurs jours de disparition, la mort du journaliste Martinez Zogo, animateur et directeur de la radio Amplitude FN, a finalement été annoncée ce lundi. Il avait été enlevé mardi dernier devant un poste de gendarmerie à Yaoundé et retrouvé mort ce dimanche à Ebogo. L'annonce de son décès a entraîné une vague de réactions dans le pays. Le gouvernement parle d'un acte odieux et annonce l'ouverture d'une enquête. RDC, Algérie, Pologne, tout de suite le reste de l'actualité internationale réalisée par Lorraine Mabou. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale a décidé dimanche de prolonger de 25 jours l'opération d'enrôlement des électeurs. La raison ? Le manque de personnes inscrites sur la liste électorale. Sur près de 19 millions d'électeurs attendus, seuls 8 millions ont été inscrits au 22 janvier 2023, un total de 37,9%. La clôture qui était initialement prévue ce 23 janvier va s'étendre jusqu'au 17 février 2023 pour permettre aux habitants de la première ère opérationnelle, dont Kinshasa fait partie, de s'enrôler pour les élections de décembre 2023. La CENI a également annoncé que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle va débuter ce mercredi dans 9 autres provinces. L'Algérie fournira au groupe énergétique italien Eni 28 milliards de mètres cubes de gaz d'ici 2024, contre 25 milliards de mètres cubes en 2022. Après le début de la guerre russo-ukrainienne, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz naturel de l'Italie. Par l'intermédiaire de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach, l'Algérie approvisionne l'Italie en gaz naturel par le biais du gazoduc Enrico Mattei qui relie l'Italie à travers la mer Méditerranée via la Tunisie avec une capacité de transport annuelle de 32 milliards de mètres cubes. La première ministre italienne Giorgia Meloni a rencontré ce lundi le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour la signature de plusieurs accords énergétiques, industriels et spatiaux. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé ce lundi qu'il va demander à Berlin son accord pour livrer des chars Léopard de fabrication allemande à l'Ukraine. Malgré la réticence du chancelier allemand Olaf Scholz à se prononcer sur la question, la Pologne déclare être prête à livrer 14 Léopards à Kiev et indique être en discussion avec une quinzaine de pays à ce sujet. De nombreuses armées européennes possèdent des Léopards, ce qui pourrait faciliter l'accès aux munitions, aux pièces de rechange et simplifier la maintenance du matériel. Le ministre a également indiqué que l'Allemagne disposait en tout de plus de 350 Léopards en exploitation et d'environ 200 autres en stock. En France, après une première semaine de mobilisation, le gouvernement a présenté aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi sur la réforme des retraites qui prévoit notamment le report de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ. La réforme arrivera à l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier. Les détails avec Mathieu Nicolas. Jour J pour le gouvernement qui se réunit ce lundi en Conseil des ministres. Sur la table des discussions, le brûlant dossier de la réforme des retraites. L'exécutif a décidé d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 64 ans et d'accélérer le calendrier concernant la durée de cotisation. Un projet qui permet à la fois plus de justice, qui permet des progrès et qui permet de l'équité. Plus de justice, c'est veiller à maintenir et même renforcer parfois les conditions de départ anticipé. Nous maintenons la possibilité de départ anticipé à 50 ans pour les travailleurs exposés à l'amiante, à 55 ans pour les travailleurs en situation de handicap, à 62 ans à taux plein pour les travailleurs déclarés inaptes ou en incapacité. Mais ce texte cristallise de nombreuses tensions. Jeudi dernier, à l'appel de 8 syndicats, plus d'1 million de Français se sont rassemblés à travers toute la France pour protester contre cette réforme des retraites. Vraiment, juste que ça montre que notre gouvernement n'est pas du tout là pour garantir à sa population en fait un bien-être, parce qu'en plus de devoir travailler plus, c'est vraiment une question, il y a la plupart des Français, enfin en tout cas une bonne partie des Français qui sont vraiment impactés par la retraite. En fait, ils ne vont pas vraiment en profiter de cette retraite. Il s'agit juste de cotiser plus longtemps, de travailler plus et de s'épuiser au travail sans avoir l'espèce de carotte derrière comme quoi à la retraite on va pouvoir profiter parce que maintenant il n'y en aura plus.
Le gouvernement pourrait faire passer cette réforme grâce au soutien des Républicains et à la maîtrise du calendrier parlementaire. En effet, le gouvernement d'Emmanuel Macron prévoit une entrée en vigueur du projet contesté à l'été. Le dialogue social ces dernières semaines a été utile. Olivier Dussopt le disait à l'instant, le texte que nous avons présenté en Conseil des ministres aujourd'hui n'est pas le texte qui était envisagé initialement. Il est le fruit du travail, de la concertation avec les organisations syndicales. Nous avons constaté des désaccords, mais nous avons aussi intégré un certain nombre de mesures qui étaient significatives, qui comptaient, qui étaient demandées par les organisations syndicales. Pour Emmanuel Macron, pas question de céder aux principales revendications des syndicats qui entendent, eux, amplifier encore la mobilisation après un début massif et réussi. Prochaine journée de mobilisation intersyndicale prévue le mardi 31 janvier. Et pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, pas question de revenir sur un départ à l'âge légal à la retraite à 64 ans qui serait considéré comme un renoncement à l'équilibre du système. Écoutez à ce propos le ministre français du Travail, Olivier Dussopt. Les mesures d'âge que nous prenons sont celles qui permettent de ramener le système à l'équilibre en 2030. Par rapport à l'élection présidentielle, par rapport à la campagne de l'élection présidentielle, lorsque le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme votée en 2013. C'est un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures. Après 13 mois de suspension, l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth a enfin repris. Le juge libanais chargé de l'enquête avait été écarté à la suite de pressions politiques. Par ailleurs, le magistrat a décidé d'inculper 8 personnes, dont 2 hauts responsables de sécurité, le directeur de la Sûreté générale et le chef de la Sûreté d'État, Tony Saliba. Le 4 août 2020, pour rappel, plus de 200 personnes avaient péri et 6500 personnes avaient été blessées. L'explosion a été déclenchée dans un entrepôt abritant des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans précaution. Et à présent, coup de projecteur sur l'Afrique qui avance avec au Ghana le secteur du textile qui mise sur la tradition pour assurer sa survie face à la menace des importations. Reportage. Sarah Agrey a été initiée au commerce du textile dès son enfance par sa grand-mère. Elle vend actuellement à la fois des textiles produits localement et des tissus contrefaits arrivant de l'étranger. J'ai décidé de me lancer dans le commerce du textile au moment où l'imprimé ghanéen, le wax, est devenu cher. Et maintenant, les gens ne peuvent plus se le permettre. Quant au GTP ou au Printex, quand quelqu'un va à une cérémonie de mariage ou à des funérailles, il achète le GTP. Parce que c'est un tissu traditionnel. GTP, ATL et Printex sont en fait le nom de 3 des 4 principales usines de confection qui ont survécu au déclin du secteur au Ghana au début des années 2000. Par extension, ils ont donné leur nom à des tissus fabriqués localement et utilisés pour des activités cérémonielles ou coutumières. Le woodin est toutefois d'origine francophone et a été accepté pour un usage plus contemporain. Les artisans tailleurs comme Emmanuel Yakolems, tailleur de 3e génération et étudiant en informatique, sont tous reconnaissants envers l'entreprise familiale sur laquelle ils savent pouvoir compter. Ebenzer Adjemensa a repris l'atelier de couture de son père, autrefois très prisé, et spécialisé dans les costumes cousus à la main qui étaient au bord de la faillite. Il s'est battu pour le maintenir à flot. Mais bien qu'Ebenezer produise de beaux vêtements, des entreprises comme la sienne risquent d'être poussées à la faillite par une autre menace. Les vêtements d'occasion importés de Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni, moins chers, ont inondé le marché ghanéen, étouffant l'industrie locale. Au début, il y avait des pasteurs, des avocats, des hommes importants, des ministères qui apportaient toujours leurs vêtements ici, leurs costumes ici. Et nous cousions pour eux. Maintenant, les choses ne sont plus comme avant.
Avec l'augmentation constante des importations de vêtements de qualité inférieure et de vêtements d'occasion dans le pays, estimés à 115 millions de dollars en 2002 et à 250 millions de dollars en 2019, la tendance au déclin de l'industrie locale du textile et de la mode au Ghana est toujours d'actualité. Et on se quitte sur ces images du quartier chinois de Washington à l'occasion du Nouvel An lunaire. Ni la pluie ni le froid n'ont dissuadé les spectateurs de venir assister à la fête avec des danses traditionnelles et des spectacles d'arts martiaux accueillant l'année du lapin, une célébration qui revient après avoir été interrompue pendant 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télé Sud.